salut tout le monde, c'est Double Phase de la chaîne Alexiflo. Aujourd'hui, comme prévu, la vidéo sur la configuration du serveur sous Linux pour Minecraft, mais qui peut servir à autre chose. Ici, je vais, en fait, ce sorte de tuto va se diviser en deux parties. La première partie, vraiment généralité, où je vais vraiment vous présenter ce que c'est un peu Linux, pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est vraiment très connu. Enfin, je pense que maintenant tout le monde connaît vite fait ce que c'est. Donc comment créer un serveur basique, et je ferai une deuxième partie où je prendrai le cas à part d'un serveur Minecraft. Au passage, je ne sais toujours pas ce que c'est que le carré noir en haut à droite, c'est mon GeForce Experience qui fait ça, je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous le dire. Enfin bref, on va commencer de suite, on va pas perdre de temps parce qu'on a quand même quelques petits trucs à faire. On va commencer par la base. Donc qu'est-ce que c'est que Linux? Linux est un système d'exploitation, je pense que tout le monde le sait. Ici, en fait, Linux, la particularité, c'est qu'il est libre de droit, ce qui fait que il n'y a pas de licence à acheter. Vous téléchargez l'image, vous l'installez sur votre PC, et c'est tout. Voilà, vous avez un système d'exploitation. Il y a plusieurs distributions. Linux, c'est en fait un système d'exploitation, comment dire, qui est vraiment généralisé, et après il y a plusieurs sous-catégories avec plusieurs distributions, donc notamment les plus connues qui sont Ubuntu, Debian. Il y en a plein d'autres, en réalité il y en a vraiment plein d'autres, mais qui ont plus d'usages plus spécifiques. Genre par exemple, je prends l'exemple de Kali Linux, c'est une exploitation en fait qui est le plus léger, si je ne me trompe pas, en termes de poids, sous format Linux, enfin qui a du coup un OS de base Linux, et qui est utilisé principalement dans tout ce qui est carte Raspberry Pi, trucs comme ça, pour faire tourner un OS dessus comme un mini PC, mais qui prend pas trop de perf. Donc voilà, on utilise généralement Kali Linux, mais il en existe plein d'autres, hein, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, il y en a vraiment beaucoup. Enfin bref, ça c'est la partie plus OS. Alors, je tiens quand même à préciser que Linux, il y en a beaucoup qui aiment bien, il y en a beaucoup qui détestent. Personnellement, je n'aime pas beaucoup, enfin même dans certains cas, je n'aime vraiment pas le système d'exploitation Linux, parce qu'il a pour moi des utilités bien spécifiques. Comment je pourrais expliquer ça? Si vous êtes qu'un simple particulier et que vous voulez utiliser un PC à but juste pour faire de la bureautique ou faire tourner quelques logiciels ou des jeux, trucs comme ça, utilisez vraiment Windows. Par contre, si vous avez un usage spécifique, comme par exemple faire un serveur ou de la programmation, où vous avez un PC qui est vraiment pété au sol, qui a vraiment du mal à tourner, mais vous voulez juste faire de la bureautique et uniquement de la bureautique, Linux et plus particulièrement Ubuntu ou Debian peut être une bonne solution. Ubuntu, il y a une interface graphique qui est plutôt sympa, ça dépend des goûts, qui peut vous permettre de tourner, donc vous passez sous Linux et de faire de la bureautique en même temps. Par contre, tout ce qui est jeu, je vous explique même pas le délire. Pour installer un jeu, c'est le bordel. Donc vous allez voir tout de suite, vous allez voir après que c'est vraiment différent par rapport à Windows sur tout ce qui est installation de logiciels. Enfin bref, on va commencer le tuto, là, assez de blabla. On va commencer par la base de la base. Donc, pour faire votre serveur Linux, donc là on va prendre une distribution Debian. Alors pourquoi Debian? Debian, on va prendre cette distribution là pour la simple raison que notre serveur va être uniquement en ligne de commande, c'est-à-dire qu'en fait il n'y aura aucune interface graphique. Genre vous imaginez, là vous voyez la vidéo, vous êtes sur mon bureau, et ben vous imaginez qu'en gros on a juste un truc comme ça, paf, donc ce sera pas sous ce format là, mais en gros vous avez que ça. Voilà, c'est que un terminal avec des lignes de commande. On peut aussi le faire sous Ubuntu, mais c'est juste que de base en installation ça ne le propose pas, il faut faire des trucs un peu chiants et tout, enfin voilà. Sous Debian c'est extrêmement simple de l'enlever de niveau de l'installation, et pourquoi on ne veut pas d'interface graphique, c'est pour garder un maximum de performance pour le serveur, pour ses fonctionnalités de serveur. Voilà. Pour obtenir un OS Debian, rien de plus simple, vous prenez, je vous enverrai un petit lien dans la description, vous allez directement sur le site officiel de Debian, donc c'est debian.org. Ici vous voulez une image d'installation complète, oui, par HTTP, on le veut en AMD64. Et voilà, donc là, vous avez le dernier ISO, les derniers en date, donc là c'est le Debian 10.3. Mon serveur actuellement mon serveur Minecraft qui tourne sous Debian, comme je l'avais dit dans
la vidéo d'Industrie Craft, de leur série numéro 5 si je me plante pas. J'ai dit qu'il tournait sous Debian. Alors moi il tourne sous Debian 10.1, donc c'est un Debian 10. Je vous conseillerais néanmoins d'utiliser un Debian 9 parce que c'est la version de l'OS le plus stable qui existe à ce jour de Debian. Bon, après si vous voulez voulez pas casser les couilles, vous pouvez pas, pardon, vous casser la tête, prenez un Debian 10. Moi ça fonctionne très bien sous Debian 10, hein. Après si vous êtes vraiment plutôt un professionnel, déjà je sais même pas ce que vous faites là parce que vous savez très bien ce que je vais faire après, mais enfin ouais, voilà. Donc moi je vais juste pour l'exemple prendre la dernière version en ISO. Alors attendez, normalement elle marche toute. Regardez le poids, on va prendre la plus grosse. Toc, enregistrer le fichier, paf, et ok. Oula, le débit il est un peu pété là. Bon, en gros, voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description, et vous téléchargerez votre ISO, et on se retrouve juste après, une fois que le téléchargement aura fini, pour la suite. Ok, donc tout le monde, le téléchargement vient de finir, donc ici j'ai mon OS de Debian, on va pouvoir passer à l'installation. Donc pour cela, il vous faut un PC, donc soit portable ou tour. Pour un serveur, bien évidemment, il faut mieux une tour, surtout si vous voulez en faire un serveur Minecraft ou même autre. Enfin, dans tous les cas, il faut mieux une tour. Vous prenez un PC qui fonctionne forcément, et pour installer un OS, si vous savez pas comment faire, je vais vous montrer, très vite fait, hein. Moi je vais pas le faire en vrai, je vais le faire via une simulation avec un logiciel qui s'appelle VMware, qui est juste ici, qui permet de simuler un PC sur du coup mon PC en fait. Bref, pour installer cet OS sur votre machine, donc imaginons que votre machine soit vierge, vous avez récupéré un PC, ou vous en avez fait un exprès pour ça, vous avez un disque dur, il y a tout qui fonctionne, mais il n'y a aucun OS. Il vous faudra une clé USB ou un disque, de préférence une clé USB, et vous allez utiliser donc un logiciel qui s'appelle Rufus. C'est ce petit logiciel là qui se trouve très facilement sur internet. Voilà, vous le lancez, et en fait vous lui dites que moi j'ai pas de périphérique, vous lui dites je veux cette clé USB là, je veux qu'elle soit bootable avec cet OS là, donc ce machin là, hop, vous lui dites ok, vous lui dites que c'est bon, il le fait, il formatera par contre votre clé USB, donc attention à bien la vider, va te faire foutre s'il te plaît. Vous ferez gaffe à bien la vider, et vous mettez votre OS dessus et ça deviendra une clé USB bootable. Alors pas de panique, vous pouvez la reformater pour en refaire une clé USB normale, et tout se passera très bien. Une fois cela fait, vous mettez du coup votre clé USB sur le PC, vous le démarrez ensuite après, et vous spammez, généralement c'est comme ça que ça se fait, vous spammez la touche F12 sur votre clavier, et ça va vous faire apparaître un petit menu qui s'appelle le boot menu, et avec les flèches directionnelles de votre clavier, vous sélectionnez le USB disk, c'est généralement comme ça qu'il s'appelle. Voilà, vous le mettez dessus, vous faites entrer, et comme par magie, votre machine va booter, donc qui en gros va démarrer sur la clé USB où il y a cet OS, et du coup le programme va tout de suite se lancer, et vous allez pouvoir installer votre OS. Donc imaginons que cette partie jusqu'au la partie boot soit faite, et on arrive exactement à là ce que je vais vous montrer. Donc moi en gros j'utilise un petit logiciel qui me permet de simuler le fait qu'il y a un PC. Voilà, là il me dit qu'il a détecté un Debian 10, c'est bien, c'est normal, ouais, c'est cool, oui, il applique ce qu'il veut. Je m'en fous, ouais, je m'en fous. Faut lui dire d'attribuer tant de perf, voilà et tout. Enfin bref. Voilà, Ok, donc voilà ce qui se passe. Donc ça s'affiche un peu moche, mais c'est comme ça. Voilà ce qui se passera une fois que vous aurez fait la touche entrée sur le boot menu sur le USB disk. Et là, vous allez tout simplement, donc là il y a plusieurs solutions. Alors attendez, hop. Graphique install avancé d'options, accessible dark control, on s'en fout, nous on veut juste l'installer, donc pas le graphique install, hein. Nous on se souvient, on veut bien juste en ligne de commande, donc juste install. Donc là il va faire son boulot, voilà, vous choisissez la langue, français, français, oui. Voilà, il va faire tout son petit boulot, il va installer ces petits trucs.
Donc ça prend plus ou moins de temps en fonction de votre processeur. En général, c'est plutôt rapide. Après, normalement, il va demander quelques petites options en disant ouais, vous voulez faire ça et ça. Et aussi poser une question normalement sur les partitions. Ça, généralement, si vous ne connaissez pas trop, faites des trucs automatiques. Hein. Dites-lui de faire le truc de base. Ok, donc nom de la machine, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je m'en tape. Donc, je vais laisser comme ça. Nom de domaine, on n'en aura pas besoin tout de suite. Mais ça peut être, si vous avez un nom de domaine. Bon, généralement, vous y connaissez un petit peu hein, en réseau si vous avez un nom de domaine. Enfin bref, tout ça, on peut s'en taper pour le moment. Je vais continuer. Alors, le super utilisateur dit root. En gros, sur Linux, on vous connectez sur une session où vous vous connectez en tant qu'utilisateur. Donc vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs, comme sur Windows. Hein. Pouvez avoir plusieurs utilisateurs, voilà. Et ils ont chacun, contrairement à Windows, enfin Windows c'est un peu moins clair. Sur Linux c'est beaucoup plus précis. Chaque utilisateur peut avoir des droits et des autorisations précises. Et il n'y en a qu'un seul qui a absolument tous les droits sur le système, c'est le root. On appelle ça le subutilisateur dit root. Donc lui, on lui donne le... c'est quoi c'est... Ah pardon, c'est le mot de passe. Ouais, 1, 2, 3... ouh la merde, pardon, c'est vrai que j'avais pas activé le clavier. Hop. Moi je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous mettez le mot de passe que vous voulez évidemment, hein, pas un mot de passe aussi pété que le mien, moi je fais juste ça pour l'exemple. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. Donc là, il vous demande une vérification. Oh là, pardon, merde, je me suis planté. Tac, ouais, c'est bon, ok. Et ensuite, l'utilisateur, le premier, donc là on va l'appeler, je sais pas, test série, il va s'appeler. Vous mettez le nom que vous voulez, bien évidemment, identifiant, oui, toujours la même chose. Le mot de passe, eh ben, on va mettre sensiblement la même chose. Je vous conseille de ne pas mettre la même chose, bien évidemment, pour des raisons de sécurité. Une vérification. Continuer, voilà. Donc là, on a créé les utilisateurs, le mot de passe du super utilisateur, et on va passer à la suite. Et là, je crois que c'est au niveau des partitions. Exactement. Donc là, si vous y connaissez un petit peu sur Linux, déjà de base, je ne sais pas ce que vous faites là, mais moi, c'est pas grave. Généralement, moi, je fais des trucs je laisse faire tout seul parce que moi, je n'y vois pas d'intérêt, surtout pour ce qu'on veut faire. C'est pas parce que je ne sais pas faire ou que j'ai la flemme, c'est juste que pour l'instant, je ne vois pas l'utilité. Juste pour faire un serveur Minecraft ou juste un serveur de base. Donc là, vous pouvez le laisser utiliser un disque entier en seulement insister, pof, là il vous dit oui machin, je vais le mettre. C'est des formats spéciaux. Ah oui, par contre ce sera pas le format NTFS comme Windows, hein, c'est des formats spéciaux propres à cet OS là. En fait, chaque OS a des formats réservés pour leur partition de disque. Sur Linux, je ne vais rien dire puisque je m'en souviens plus. Voilà, tu vois, il vous dit même recommandé pour les débutants, vous pouvez même mettre celui-là. Après, si vous y connaissez un peu plus, voilà, il y a le slash home, slash var et slash tmp qui peuvent être séparés, trucs comme ça. Si vous connaissez rien, voilà, laissez juste sur la seule partition, hop, terminer, appliquer les changements. Vous faites oui, voilà. Donc là, il fait cette petite partition. Si vous avez un peu, si à l'avenir vous avez un peu plus d'expérience sur tout ce qui est système Linux, ça peut avoir une importance de partitionner particulièrement les différents disques. Enfin, en fait, il utilise un disque, mais il va le diviser en plusieurs partitions qui. Enfin, bref, je vais pas non plus faire un cours Linux, mais en gros, pour l'arborescence d'un système de fichiers Linux, il peut se diviser en plusieurs tout en se regroupant dans un même et en ayant plusieurs disques durs. Enfin, c'est extrêmement complexe à dire comme ça, mais au final, c'est extrêmement pratique et plutôt utile et simple à mettre en œuvre en final. Et bref, je ne vais pas m'éparpiller là-dessus parce qu'on ne va pas non plus, on n'est pas là pour parler de ça, on est juste là pour installer un putain d'OS. Alors, configurer un miroir ça de souvenir, je crois que ça ne sert à rien. Alors, oui, d'accord. Euh,
Alors je vous conseille de le faire parce que moi quand j'avais installé mon serveur, j'avais fait non et j'avais eu plusieurs logiciels de base, utilitaires de base qui n'étaient pas présents, j'ai dû les réinstaller après, c'était très chiant. Mais si vous avez un petit disque dur, ne le faites pas parce que justement forcément il va vous installer pas mal de trucs qui au final ne servent pas à grand chose. Mais bon, on va le faire au cas où. Ça, je crois qu'on s'en branle. Un proxy, on s'en fout. Donc là, il va faire cette petite mise à jour que on refera après derrière. Il y aura bien évidemment des mises à jour à faire après derrière. Qui se feront exactement, tout se fera en ligne de commande par contre. Hein. Donc notre interface sera uniquement en ligne de commande. Donc toutes les configurations, il n'y aura rien de graphique. Vous pourrez même débrancher votre souris si vous voulez, elle ne vous servira strictement à rien. D'ailleurs, au passage, moi, mon serveur, il est branché seulement avec 2 câbles. Il y a la tour, il est branché avec l'alimentation et un câble Ethernet. Non, c'est un peu... mais non. Ah, voilà. Parce que, en fait, je n'ai pas il est connecté après en accès à distance. Je vais vous montrer juste après comment on fait ça, puisque notre serveur, le principe d'un serveur, c'est qu'on le laisse tout seul dans son coin, on n'y touche pas et on se connecte à distance. Là, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Hop, serveur SSH, comme ça, ce sera fait de base. Ah, quoique, on va l'enlever. Donc, il faut juste pas mettre le truc. Hop, environnement du bureau Debian et Genome, ça faut l'enlever, ce sont les interfaces graphiques. Tout le reste, vous pouvez le mettre. Ça ne vous servira sûrement pas. Ça, on s'en fout par contre. Vous pouvez mettre le serveur web si vous avez envie. Ça ne vous servira sûrement pas, mais comme je vous dis tout à l'heure, moi quand je l'avais juste installé mais au strict minimum et ça m'avait fait un peu chier parce qu'il me manquait pas mal de trucs installés derrière que j'ai dû réinstaller. Quand je vous ai dit qu'on utilise après la connexion à distance, en fait on va utiliser le protocole SSH, donc c'est justement le truc qui est là, serveur SSH. SSH en fait c'est un protocole de couche 5. Là vous comprenez ce que je vous dis. En fait les couches en termes de réseau, il y a un modèle qui s'appelle le modèle OSI qui a été déterminé pour déterminer les couches de protocole qui sont utilisées dans les réseaux, et au total il y a 7 couches. Et le protocole SSH, c'est une couche qu'on appelle la couche session, qui permet d'ouvrir une session à distance, pardon, entre autres. Après la dernière, c'est la 7, c'est la application. Dans les protocoles là-bas, il y a les protocoles notamment HTTP, donc tout ce qui est non, pas protocole, CSS, DNS, trucs comme ça, DHCP, enfin c'est des protocoles plus réseau. Ça, on s'en fout un peu pour le moment. Et en fait, plus la couche est grande, plus en gros ça englobe une plus grosse partie des systèmes réseau et tout. Enfin bref. Donc c'est ce protocole-là, c'est un protocole qui s'appelle SSH. Alors, je ne vous conseille pas de l'installer de base parce qu'en fait il y a plusieurs types de logiciels qu'on peut mettre en SSH. Moi j'en connais un qui s'appelle OpenSSH et qui est très bien. Je sais pas en fait celui de base qui est installé dessus. Du coup, on va l'installer après. On va tout faire de A à Z pour la configuration du SSH. Donc, moi, je vous conseille pour l'instant de ne pas le sélectionner. Au passage, pour sélectionner les trucs, oui, quand vous faites entrer, ça passe la suite. En fait, il faut faire espace. Je vais vous préciser. Quand on fait espace, c'est comme ça qu'on sélectionne et désélectionne. Et le reste, ça me paraît clair. Donc là, on peut faire entrer et il va installer les petits trucs. Et normalement, si tout se passe bien, on aura une interface uniquement en ligne de commande. Mise à jour, là il nous parle un truc que j'ai pas tout compris, je sais plus ce que j'ai mis, je crois que j'avais juste laissé le truc de base pour pas trop s'emmerder. Ok, donc là il va juste installer tout ce qu'il a téléchargé et du coup bah on se retrouve juste après. Ok, donc l'installation vient de se terminer, il vient de télécharger et d'installer les mises à jour qui nous a gentiment demandé, et là il nous demande de créer une partition grub. Là on s'en fout parce qu'en fait la partition grub elle sert uniquement si vous voulez faire un dual boot avec un autre OS, notamment Windows. Ici, vu qu'on s'en fout, vu qu'on a qu'un seul OS, on peut dire non, donc on s'en fout. Et problème de démarrage, bah, tu fous là-dedans, on s'en fout puisqu'on ne le veut pas. Et là on est sur de la finalisation d'installation. On va pouvoir commencer à passer aux choses sérieuses. Installation terminée, parfait.
continuer. Et normalement on devrait booter sur notre OS. Normalement, si il veut bien. D'accord, bon, j'ai l'impression que mon VMware est un peu pété. C'est tout à fait possible qu'il plante, hein, comme ça, c'est VMware. Hein. C'est de la simulation, donc c'est pas dit que ça marche à chaque fois. Vous, normalement, c'est censé fonctionner parfaitement. Alors on va faire autrement. Tac. Je vais vous expliquer ce que c'est que ce logiciel juste après. Voilà. Ok, donc normalement, quand vous relancerez votre serveur, enfin vu que maintenant c'est un serveur évidemment, vous allez avoir un truc de à peu près de cette manière là. Donc là en fait on est sur mon vrai serveur qui est à distance comme ça. Je vous expliquer comment après pour le configurer comme vous voulez et tout. Bien évidemment j'ai mon IP en haut que je vais cacher pour pas que je me fasse des DOS ou des conneries du style. Hop, je vais me connecter sur merde, mon utilisateur. Paf. Voilà, donc là vous mettez votre identifiant, donc celui de l'utilisateur par du root, ça n'a pas encore marché. Et après votre mot de passe, et normalement vous avez un truc de ce style là. On va commencer tout de suite par installer non pardon, on va d'abord configurer un accès vers internet forcément. Donc pour cela, il va falloir vous connecter en route. Pour se connecter donc en tant que super utilisateur, vous allez devoir marquer la commande SU. Hop, vous mettez entrée, vous mettez le mot de passe que vous avez rentré lors de l'installation. Et là, on voit bien sur la partie gauche que vous êtes en mode route. Alors, ne faites pas attention à serveur DFMC. Moi, c'est mon nom de domaine que j'ai attribué. Vous pouvez le changer, vous pourrez le changer après pour faire d'autres trucs et tout. Mais normalement, vous de base, je sais plus ce que c'est, mais on s'en tape. Vous allez taper la commande suivante. Alors, merde. Oh putain, je m'en souviens pas, je suis trop con. Ah si, pardon. Slash, c'est ça, c'est CD. Donc CD, ça va être pour naviguer dans les dossiers. Et là où vous allez mettre le chemin de répertoire. Donc slash etc slash network slash interface avec un S. Entrée. Ah merde, pardon. Oh pardon, non. Oh là là, ça va pas du tout. Vous faites nano. Si vous n'avez pas... Oh putain, oh là là, pardon, on va recommencer. On va devoir éditer un fichier pour pouvoir configurer les adresses IP et l'adressage IP de votre machine pour qu'elle soit fixe. Parce que si vous avez un serveur où vous avez un accès à distance, vous devez tout le temps vous connecter à la même adresse IP. Si vous le mettez en dynamique, l'IP va se changer à chaque redémarrage et vous ne pourrez jamais vous connecter, vous ne saurez jamais l'IP qu'il aura. Ce serait complètement con. Donc, pour cela, il va falloir éditer un fichier. Normalement, l'utilitaire est installé de base, mais si ce n'est pas fait, vous allez utiliser la commande apt-get install nano. Hop, entrée install. C'est install. Voilà. Moi, c'est déjà fait. Donc vous, si c'est pas fait, il va vous demander d'appuyer sur la touche O. Vous faites O, entrée. Hop, il va vous l'installer. Pour faire tout ce qui est mise à jour très importante et tout, vous mettez apt-get up upgrade. Hop, regarde les mises à jour, il n'y en a pas. Vous pouvez faire aussi apt-get update. Bon là il a trouvé quelques petits trucs. Hop, il va les installer. Ok, il n'y a pas grand chose. Et vous pouvez aussi un truc encore mieux. C'est le full update. Alors non, c'est pas full, c'est full upgrade alors. Voilà, c'est full upgrade. Lui, il va vraiment le full upgrade. Il va vous trouver la moindre petite mise à jour, il va vous le faire et pof. Et oula. Alors ça, c'est mon majuscule. Oui, ok. Si tu veux, gros. Alors ça, normalement, il vous met pas hein, le truc que j'ai mis. C'est juste que moi, j'ai configuré un truc pour qu'il fasse aussi du SQL, ce qui est de la base de données, mais ça, on s'en fout aussi. Oui, j'ai dit ok, je m'en fous. Voilà, donc là normalement votre OS est totalement à jour et vous avez installé le truc qui s'appelle Nano. Donc là on va retaper notre commande pour éditer notre fichier de configuration, donc nano slash etc slash network slash interface avec un S. Entrée et paf, vous arrivez dans un truc comme ça. De base, vous avez peut-être juste la partie du haut.
Normalement. Ensuite, il va falloir que... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il y a ça? Hop, ça dégage ça. Il va falloir déterminer donc l'adresse que vous voulez dans votre réseau local, le masque et la passerelle vers votre box. Donc ici l'adresse, netmask, la gateway. Il faut aussi préciser qu'on le met en statique, donc c'est le iface, on s'en fout, le nom de votre carte réseau inet statique. Ici on peut voir que ma carte réseau s'appelle ENP3SO. Si vous voulez connaître, parce qu'il va falloir forcément la connaître, normalement elle sera peut-être éditée de base dans le fichier, mais si elle ne l'est pas, il va falloir la trouver. Pour cela, vous branchez un câble Ethernet de votre serveur vers votre box. Normalement, il est de base en automatique et il va se connecter, il va attribuer une adresse IP et tout, une passerelle et tout. Il va le configurer automatiquement à votre serveur. Et pour cela, donc pour quitter, on va faire CTRL X O. Voilà, on s'en tape. Et vous tapez ce qu'on appelle IPA. Et voilà, vous avez votre IP. Et vous regardez ici, donc il y a le lot. Le lot, c'est le truc de base, et c'est un peu rien. On s'en branle un peu. Ça va être celle qui va être en dessous. Si vous avez plusieurs, normalement, il n'y en a qu'une seule. Vous regardez là où il y a l'adresse IP qui correspond à votre réseau local, et vous regardez le nom du truc juste avant le broadcast. Voilà, il s'appelle ENP3SO. Ça peut être d'autres noms. Généralement, ça ressemble un peu à ce que j'ai. Et ben vous prenez ce nom-là, hop, vous retournez dans le fichier de configuration, vous écrivez le iface, le nom de votre truc, inet statique, pour lui dire qu'on est en statique. L'adresse, et ben vu qu'on est dans un réseau local, donc tous les réseaux locaux que vous avez donc en tant que particulier, ce sera tout le temps 192.168.1.x, à part si vous avez modifié votre adressage, si possible, mais ça m'étonnerait. Mais c'est tout à fait possible, bien évidemment. Moi je l'ai mis en .250. Vous pouvez mettre l'adresse IP que vous voulez, en faisant attention, si vous avez des périphériques déjà connectés sur votre réseau, de vérifier si cette adresse IP est disponible, notamment s'il n'y a pas d'autre adresse IP mis en statique sur la même adresse IP que vous voulez mettre. Je vous conseille de mettre une adresse IP qui est assez éloignée dans la plage, pour être sûr qu'il n'y ait vraiment quasiment aucun périphérique qui ait cette adresse IP. Donc la plage va de 1 à 254, 1 étant celle du routeur, donc forcément non. Moi je vous conseille d'aller dans les 200, voire au-dessus de 230, 220, pour être vraiment sûr que ça ne correspond pas à la plage DHCP de votre routeur. Là vous comprenez pas, mais c'est pas grave, juste faites ce que je vous dis. Et donc moi j'ai mis 250, c'est dans l'une des dernières, c'est pour ça que j'ai pas de problème. Vous mettez ce que vous voulez après. Ça n'a pas d'importance. Le masque, ce sera du /24, donc 255, 255, 255, 0, /24 parce que c'est 24 bits à la suite. Voilà, donc ça c'est le masque de votre réseau. Normalement, il n'y a pas de raison d'être, il n'y a pas de raison d'être différent. C'est les conventions de base chez un particulier. Et la gateway, donc la passerelle, c'est l'adresse IP de votre box. Donc ici, c'est 192, pardon, 168.1.1, à part s'il a été modifié, mais normalement, il n'y a aucun souci à ce problème-là. Pour sauvegarder, vous faites CTRL, la combinaison de touches CTRL X, O, pour sauvegarder. Donc là, il m'a proposé, mais vous le faites, entrée, et hop, vous revenez ici. Donc normalement, vous êtes censé être connecté à Internet. Pour vérifier ça, vous faites juste une requête ping pour envoyer une requête vers une autre adresse IP. Par exemple ici, donc, on utilise la commande ping et on va tenter une requête vers les serveurs de Google. Donc c'est 8.8.8, 4.8 à la suite. Séparé d'un point, et là il nous met que ça fonctionne très bien, donc c'est parfait. Donc là si ça fait ça, c'est parfait. Si vous êtes connecté à Internet, on va pouvoir passer tout de suite à la suite. Il va nous falloir du coup utiliser, comme je vous ai dit précédemment dans l'installation, un protocole réseau qui s'appelle SSH pour pouvoir se connecter à distance. Pour cela, on va devoir utiliser la commande apt-get install open SSH, et on précise qu'on le veut en serveur, donc -du6 serveur. Ok, moi il me dit que c'est bon. Vous, normalement il va vous dire est-ce que vous voulez l'installer, vous faites O, ok, hop, il vous l'installe. Système ctl enable sshd
en service, c'est tout simplement pour lui dire de lancer au démarrage de votre serveur, parce que forcément, si le protocole n'est pas mis en place au démarrage de votre serveur, vous ne pourrez jamais vous connecter à distance. Donc, vous exécutez cette commande là, normalement, il se lancera au démarrage, pardon. Petite commande vraiment très importante. Je me suis planté pour du coup revenir pour supprimer le fait qu'on se connecte en tant que root à la première connexion via SSH. On va tout d'abord utiliser reconfigurer un fichier de configuration qui se trouve ici. Donc on va utiliser la commande nano /etc /ssh /sshd hd-config config, exactement comme ça, paf, voilà. Ici DF du montage. Alors en fait, à partir de ce moment là, la vidéo commence à être extrêmement longue, donc je vais raccourcir au maximum. En fait, il nous reste pour conclure les vidéos 2 fichiers de configuration qu'il faudra modifier. J'ai pas envie de, c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que je vais pas rentrer dans les détails spécifiques. En gros, il faut juste vérifier que sur ce fichier de configuration là, vous avez bien le port 22 et sur le prochain 21. Et après, il y a, en fait, le truc c'est qu'on peut personnaliser plein de trucs. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails comme je viens de vous le dire, parce qu'en fait ça se trouve extrêmement facilement sur internet. Vous avez juste besoin de taper le nom de l'utilitaire que vous venez d'installer sur Linux et que vous recherchez un truc sur son fichier de configuration, vous tapez ça sur la barre de Google, vous aurez des forums à gogo où vous avez juste vous mettez derrière, par exemple, je recherche comment on renomme ceci et machin, et puis après vous pouvez même trouver des fichiers exemple type. Voilà, c'est juste pour raccourcir la vidéo parce que sinon elle est extrêmement longue, et vu que je sais qu'on trouve ça extrêmement facilement, c'est pour ça que je me permets de pouvoir couper cette partie. Voilà, donc bonne fin de vidéo. Un port qui est utilisé pour spécialement pour ce protocole là. Donc là, la même chose, CTRL X O, et on valide. Ensuite, vous pouvez même relancer le service SSH. Pour cela, il vous faut taper /etc/init.d/sshd reload. Hop. Et vous exécutez la commande. Moi je vais pas le faire sinon ça va me couper ma connexion, et ça prendra en compte toutes les modifications que vous avez attribuées. Au passage, vous pouvez utiliser aussi la commande systemctl restart networking pour que ça prenne en compte la configuration IP que vous lui avez demandé, enfin les modifications au niveau de son adressage. Moi je vais pas le faire sinon ça va aussi couper ma connexion. Donc là normalement s'il y a un souci, vous pouvez regarder le problème sur internet. C'est généralement un petit souci tout pété, vous avez oublié un petit truc. Sinon vous pouvez toujours me envoyer un message en commentaire, je pourrais toujours vous aider. Normalement, à partir de ce moment là, votre connexion SSH est active. Donc dans le pire des cas, vous redémarrez votre machine, et vous pouvez même enlever tout ce qui est écran, souris, clavier, juste laisser, comme je vous ai dit, le câble d'alimentation, le câble Ethernet, et il nous manque plus qu'un truc pour avoir une connexion à distance, et ce sera plié. Il va falloir configurer un port sur votre box. Donc je vais vous montrer très vite fait comment on fait, en faisant bien gaffe à ne pas vous montrer n'importe quoi sur mon truc. Paf. Attendez 2 minutes, il ne veut pas, pourquoi? Il est con quoi. Ok, bon, pour éviter tout problème, je vais utiliser un autre routeur, c'est pour ça qu'il a une adresse différente. Vous taperez bien 192.168.1.1 évidemment. Donc ici, moi je suis sur une livebox. Donc une livebox, c'est de base, c'est les 8 premiers caractères de votre clé de sécurité avec l'identifiant admin. Pour SFR, c'est admin mais avec toute votre clé de sécurité. Si je me souviens du code, c'est bien ça. Pas du tout. Voilà. Et il va falloir trouver dans vos paramètres un truc qui s'appelle, alors normalement ici je crois que c'est dans le réseau. Ah voilà, c'est ça, le NAT. Et ici, vous allez devoir, donc ici normalement, alors il vous le met de base, d'accord. Alors, telnet, non, on s'en fout. Mettez voilà. Donc vous mettez par exemple, vous l'appelez, je sais pas, SSH serveur.
Le port interne c'est le 22, le port externe c'est le 22. Les protocoles, vous mettez, normalement c'est du TCP, mais vous mettez les deux pour être sûr. Et là, vous précisez le périphérique qui correspond. Ici, il nous met juste le nom. Sur SFR, il nous met aussi l'IP. Donc, vous pouvez mettre carrément l'IP que vous avez attribué. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun souci. Et vous faites créer. Donc, il va l'ajouter ici à votre table. Et vous serez très content. Au passage, vous pouvez même aussi créer une autre règle. Comme ça, ce sera fait. Ce sera le FTP. Vous l'appelez, je sais pas, pareil, FTP serve. Et ce sera le port 21, si je ne me plante pas. Donc, hop, 21, 21, les deux. Toujours le périphérique de destination est créé. Et à ce niveau-là, vous avez déjà fait, et vous pouvez maintenant utiliser un logiciel que je vais vous montrer de suite, on peut fermer, qui s'appelle PuTTY. Il est ici. Vous pouvez l'installer très facilement, qui vous permet d'utiliser ici SSH, le protocole SSH, de vous connecter à distance. Donc en gros, ici vous mettez votre adresse IP publique, donc attention publique, donc celle de votre box. Pour cela, vous avez juste à faire un test de connexion, genre sur speed test, comme ça. Normalement, il vous met votre adresse IP publique. Vous la prenez, vous la mettez là, le port 22, et si vous avez bien fait la configuration du serveur sur votre serveur, et la redirection de port sur votre box, vous mettez l'adresse IP, moi je l'ai enregistré là, l'adresse IP, le port, vous faites open, et normalement, voilà ce qui se passe, il vous met votre interface du serveur, et du coup vous pouvez vous mettre n'importe où, du moment que votre serveur soit connecté à votre box et que vous connectez son IP public, vous pouvez mettre à n'importe quel endroit dans le monde. Du moment que vous avez une connexion internet, vous pourrez normalement vous connecter via SSH, via la distance. Là, pour vous dire, je suis chez mes parents, donc à 130 km de l'endroit où je fais mes études, où est entreposé le serveur, et je me connecte à distance, là, ce qui fait que là, le serveur actuellement, de ma position actuelle, il est à 130 km. C'est quand même magique, c'est quand même vraiment utile. Et donc cela fait, et bon, on est déjà très content, donc on peut se reconnecter, on se met d'abord donc en tant qu'utilisateur normal, hop, et voilà, et vous pouvez après vous remettre en route, sur le mot de passe, et voilà, on est en route. Ensuite, on va installer une dernière petite chose pour clôturer ce tuto sur les généralités du serveur. Ce sera installer un serveur FTP, donc on a configuré déjà le port sur la box, donc on a juste à le faire sur le serveur, et ça nous servira plus tard pour accélérer la configuration d'un serveur Minecraft. C'est pour ça que je le fais ici, parce que ça peut aussi servir pour du stockage de fichiers, comme je l'avais précisé dans le hors-série d'Industriecraft. Pour cela, il va falloir utiliser l'installer du coup un utilitaire pour gérer ce serveur FTP. Donc vous faites toujours la commande apt-get install pro ftpd. Oui, ils ont fait un, je pense pas qu'ils aient fait exprès, mais c'est voilà, c'est pro ftpd, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, il y en a un autre aussi qui s'appelle qui fait aussi le FTP, mais je ne me souviens plus du tout du nom. Moi j'utilise celui-là, vous pouvez utiliser un autre, dans tous les cas ça reviendra au même normalement. Et bon, la même chose, vous faites le haut, entrée, ça vous installe le truc, moi c'est déjà fait. Une fois que cela c'est fait, il va falloir configurer votre les fichiers de configuration du FTP, de façon que ça fonctionne correctement. Donc le fichier de configuration de base, c'est celui-ci, toujours la commande nano, slash etc slash pro ftpd slash pro ftpd pardon, je vous ai dit .conf, paf, et on arrive ici. Et normalement, ici, vous pouvez personnaliser 2-3 trucs, genre par exemple lui mettre des petits messages de base et tout. Vérifiez toujours le port. Le port ici, c'est censé être 21 de base, il faut vraiment le mettre en 21. Alors normalement, c'est systemctl restart pro ftpd. Voilà, ok, ça a fonctionné. Voilà, donc normalement ça veut dire que là ça du coup ça prend en compte les modifications que vous avez fait. Dans les fichiers de configuration, je viens de voir aussi sur mes notes qu'on pouvait aussi utiliser crypter les échanges et aussi autoriser la connexion en tant qu'anonyme.
Moi je l'ai pas fait parce que je m'en sers, comme je vous l'ai dit, je m'en sers pas énormément pour l'instant du FTP. J'en sers vraiment juste pour que ça aille plus vite, pour transférer vite fait des fichiers, les récupérer. Voilà, c'est vraiment pas des trucs super importants que j'ai dessus en même temps. Donc normalement ça c'est fait. Vu qu'on a configuré le port de redirection sur la box, et ben on n'a plus qu'à essayer. Normalement c'est censé fonctionner. Pour cela, il faut utiliser un logiciel qui s'appelle WinSCP. Alors moi je l'ai enregistré loin dans mes fichiers. Hop, WinSCP, voilà. Il y en a d'autres, il y a par exemple FileZilla, des trucs comme ça, des logiciels pour faire du FTP, il y en a plein. Donc là, ça va se présenter en deux parties sur ce logiciel-là. À gauche, vos fichiers à vous, à droite, ceux du serveur. Ici, encore mon IP, donc je vais la cacher. Pour vous connecter, il va falloir préciser donc le protocole. Donc là, on est bien en FTP. Donc faut préciser FTP. On n'a pas mis cryptage, on l'a pas activé. Vous pouvez l'activer. Ça, faut regarder un autre tuto sur Internet. Moi, je vous le présente pas. Donc pas de cryptage. Le nom d'hôte, ça va être votre adresse IP de votre box, le port 21 pour la redirection. Nom utilisateur, comme en SSH. Hein. Moi, par exemple, dans mon truc, c'était Florian. Mot de passe, je ne le configurerai pas tout de suite. Vous faites connexion et vous demandez vos mots de passe. Vous le mettez. Si ça fonctionne, c'est cool. Si ça fonctionne pas, envoyez-moi un message en commentaire ou regardez sur des forums. Il y a plein de problèmes courants, des trucs comme ça, juste parce qu'il y a une petite erreur de config, truc comme ça. Ça se résout extrêmement facilement. Et là, hop, on atterrit sur le répertoire de base que vous avez configuré dans votre fichier de configuration. Donc on peut voir que là, j'ai par exemple le serveur IndustryCraft qui est là, en 1.7.10, c'est lui, il est là. Et vous pouvez ainsi transférer des fichiers. Hop, je vais mettre celui ici. Enfin, voilà. C'est extrêmement utile. Surtout pour après. Enfin voilà, normalement, si tout s'est bien passé, vous avez du coup un serveur Linux tout à fait accessible à distance avec un FTP. Vous pouvez faire du partage de fichiers. Donc ici, ça a été vraiment les généralités d'un système, d'un serveur Linux sous Debian. La deuxième partie qui arrivera très prochainement, j'espère la semaine juste après, la suite de ce tuto là, pour vraiment faire une instance Minecraft spécifique pour lancer un serveur Minecraft sous ce fameux serveur qu'on a configuré. Si jamais il y a quelques petits trucs qui ne fonctionnent pas, vous pouvez toujours m'envoyer un message en commentaire. Comme je vous l'ai dit aussi, ça peut être aussi une petite erreur toute nulle. Dans ce cas là, vous recherchez votre problème, l'erreur qui vous met, et vous tapez ça dans Google, vous tombez sur des forums, il y a plein de trucs comme ça se résout extrêmement facilement. Voilà, normalement il n'y a pas vraiment de soucis, il n'y aura pas de raison pour l'instant. Voilà, donc sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très prochainement donc du coup pour la configuration d'un serveur. Il existe trois formes de serveurs, donc serveur vanilla normal, avec des mods et avec des plugins, sachant que il y a aussi une pseudo quatrième instance qui peut mélanger les mods et les plugins ensemble. Ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc sur ce, j'espère que du coup ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur j'aime, envoyer un commentaire pour toute demande ou souci, et puis on se retrouve très bientôt. C'était Doubleface et à la prochaine. On my grind all day, gonna make $1 million selling that someday. You know I'm in the rhythm when I write this way. Put me in the pound when I bite this game. Bitch, I'm an animal. Eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene.